Nous accueillons maintenant Mathieu Veil. Alors, Mathieu Veil est impliqué dans les transformations économiques et sociétales qui sont liées à l'Internet. Il a été directeur général de l'AFNIC. Alors, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'AFNIC, mais c'est un organisme important, puisque c'est celui qui gère les noms de domaine en .fr. Donc, tout le monde est concerné pendant 12 ans. Et avant de rejoindre la direction générale entreprise du ministère de l'économie en tant que chef de service de l'économie numérique. Alors, sur son bureau, que j'imagine quand même un peu encombré, il y a de nombreux dossiers et des politiques publiques à imaginer, à faire évoluer pour que l'économie du numérique se développe dans de bonnes conditions et pour tous. La 5G, l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique, l'éthique, autant de sujets qui nous intéressent, intéressent aussi le service de l'économie numérique. Donc c'est pourquoi j'ai grand plaisir d'accueillir Mathieu Veil pour nous en dire un peu plus sur ce qui traîne sur son bureau en ce moment. Alors on va faire 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses, et puis ensuite je vous dirai 2 mots pour la soirée. Bien, merci beaucoup Françoise. Bonsoir à tous. Je profite honteusement de mon statut de grand témoin pour enlever mon masque pendant que j'interviens. Je sais que c'est un privilège qui n'a pas de prix en ce moment et je mesure le courage que vous avez tous à revenir dans la salle d'abord après des ateliers, une journée bien chargée, mais aussi à accepter ces consignes sanitaires et à le garder pendant que je parle. Je vais essayer de ne pas être trop long justement pour remplir la mission que Françoise m'a confiée, qui est une mission de lancer des débats pour la soirée. Donc je présente par avance mes excuses pour le caractère parfois un tout petit peu provocateur de ce que je pourrais être amené à présenter, et j'ai choisi exprès un certain nombre des dossiers qui effectivement se présentent sur mon bureau virtuel, assez encombré, même si je ne suis pas mon bureau physique est assez en désordre, mais je ne le qualifierai pas d'encombré. Donc mon but, effectivement, est de vous donner un point de vue sur le monde d'après, c'est l'expression consacrée du numérique, avec tout de suite un spoiler, comme disent les enfants aujourd'hui, il ne va pas être très différent. Mais par contre, il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer. Donc ce numérique d'abord a été extrêmement présent dans la crise, pendant la période de confinement. Et pour moi, ça a été pas un révélateur, mais une confirmation que le numérique, c'est une triple ligne aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout, parce que je pense que c'est important de garder cette vision positive, c'est une ligne de vie. Évidemment, quand je dis ça, je pense en premier lieu à tous ceux, et je pense que vous êtes beaucoup dans cette salle à avoir été dans cette configuration, qui ont pu télétravailler, garder le contact avec leurs proches, continuer à avoir une vie culturelle et sociale, certes dégradée, mais pendant la période de confinement. Mais ce que je retiens d'encore plus structurant, et probablement avec plus d'enseignements encore et plus d'effets sur le long terme, c'est l'impact sur de nombreuses entreprises. Et la personne que vous voyez là sur l'écran est la fondatrice d'une pâtisserie dans le 19e à Paris, pâtisserie qui s'appelle Macarong, et si vous passez, je les recommande chaudement, on en commande souvent dans notre service, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment une ambassadrice de un des programmes qu'on pilote, qui consiste à aider les entreprises, les petites, notamment les artisans, les petits commerçants, à utiliser le numérique. Et vraiment, cette petite boutique familiale, tout ce qu'on veut, a été pour nous l'archétype de ce qu'il faut faire dans ces périodes-là. Évidemment, elle a été obligée de fermer.
évidemment, son activité s'est coupée, mais elle a utilisé le numérique pour garder le contact avec ses clients. Elle a continué à produire et elle a envoyé tout ce qu'elle pouvait aux soignants dans les hôpitaux parisiens. Elle a continué ensuite, elle a très vite remis en place quelque chose en click and collect pour pouvoir livrer quand même un certain nombre de clients et survivre. Et donc, cette ligne de vie, elle n'est pas que sociale, elle est aussi économique et elle est aussi pour les entreprises. Et ça, c'est un des éléments qu'on espère très positifs. Comme le disait un certain nombre de commentateurs, celui qui probablement aura le mieux réussi la transformation numérique des entreprises n'est pas Bill Gates, n'est pas Jeff Bezos, c'est le Covid. Et on pense qu'on a gagné plusieurs années dans la transformation et on en a vraiment besoin en France puisqu'on était plutôt en retard. Deuxième ligne, évidemment une ligne de fracture et de fracture plutôt au pluriel. Fracture de territoire, on connaît tous les problématiques de connectivité qui se présentent et qui ont été particulièrement douloureuses pendant la période de confinement sur l'accès aux mobiles, les zones blanches, mais aussi la capacité à avoir une connexion filaire de bonne qualité pour pouvoir faire du télétravail ou toute autre chose. Mais cette problématique de connectivité, elle est bien connue, elle est assez travaillée depuis longtemps, c'est des programmes sur lesquels je reviendrai qui sont disons, en route depuis probablement au moins une quinzaine d'années pour le mobile. Mais ce que le confinement a montré, c'est que aujourd'hui la fracture la plus criante, c'est la connaissance du numérique, c'est la compétence, et c'est le phénomène qu'en bon jargon technocratique, on appelle l'électronisme. Et c'est vraiment celui-là qui a été le plus frappant, qui a été le plus frappant notamment pour la continuité pédagogique. Puisque certes il y avait des problèmes d'équipement et les familles avec un seul téléphone portable pour continuer à faire l'enseignement et la continuité pédagogique pendant le confinement, c'était quand même plus que sportif, mais on sait bien aujourd'hui, on l'a vu en temps réel, que ce problème de compétence est majeur et qu'il va falloir le traiter, et c'est pas depuis Paris que ça va se traiter, c'est vraiment quelque chose de local et d'important. Troisième ligne, le numérique est devenu une ligne de front, et c'est-à-dire d'affrontement. Stop Covid, c'est quand même la première fois, en tout cas moi je vois du numérique depuis un peu plus de 20 ans maintenant, ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est comme la première fois qu'on a eu des clivages et un débat parlementaire spécial sur un sujet du numérique au service de la crise, au service de la gestion d'une crise sanitaire. Je ne prends pas parti dans ce débat, mais l'hystérie autour de ce point-là est quand même un fait marquant. De même, il y a un clivage qui est extrêmement fort qui s'est créé sur les données de santé, avec l'hébergement du Health Data Hub, un clivage d'actualité encore aujourd'hui sur le progrès technologique, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut faire les nouvelles générations telles que la 5G, les fake news qu'il y a pu y avoir sur le lien entre 5G et Covid, c'est complètement incroyable pour un observateur du numérique d'il y a quelques années. Et puis bien sûr, le numérique, il faut avoir conscience que c'est au centre de l'affrontement commercial Chine-États-Unis depuis maintenant à peu près 2 ans et demi, et que c'est loin d'être fini. Donc le numérique est aujourd'hui une zone d'affrontement, affrontement politique, affrontement commercial, ce qu'il n'était pas il y a encore peu de temps, et la crise l'a encore plus mis en avant. Donc évidemment, on a tiré des leçons de tout ça dans le plan de relance. Bon, il y a 7 milliards pour le numérique dans le plan de relance. Vous avez ici les grandes catégories. Il y en a pour traiter toutes ces catégories de problèmes. Beaucoup de choses sur l'inclusion numérique notamment, sur la transformation numérique de l'État. Et là, je pense qu'il y aura des opportunités et des éléments importants du côté de la donnée et de la donnée géographique en particulier, bien sûr. Beaucoup d'innovations, des marchés clés à conquérir. Je ne vais pas vous faire le pitch sur les guichets du plan de relance. Ce n'est pas trop mon intérêt. Aujourd'hui, ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de vous donner
ma vision avec, je dirais, de l'humilité, parce que j'ai beaucoup moins de pratique de ces sujets-là que vous tous dans la salle, mais la vision de celui qui essaie de concevoir des politiques publiques, du rôle que peuvent avoir les données géographiques en général, à ce moment précis de notre développement par rapport au numérique en France. Et je vais commencer par le cas évident de, évidemment, la donnée, c'est pour mettre en œuvre, délivrer, comme on dit en bon franglais, des politiques publiques et piloter la mise en œuvre des programmes. Et je vais démarrer par cette, comment dirais-je, information qui avait été partagée, indiquant qu'il y avait désormais un système de pilotage par la donnée dans l'ensemble des politiques publiques de l'État, et que le président a son application sur laquelle il voit l'ensemble des progrès réalisés sur l'ensemble des politiques publiques. Alors, je mets de côté le fait, en tant qu'utilisateur, que l'ergonomie de cette application viole à de nombreuses reprises l'ensemble des clauses de la Charte européenne des droits de l'homme et probablement la Convention de Genève. Pour l'avoir utilisé, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Mais surtout, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que ça montre que la maturité du pilotage de l'action publique chez beaucoup de nos décideurs est encore très faible, et de l'appréhension de qu'est-ce qu'on peut faire avec les données, quel est un usage intelligent de la donnée pour piloter et accompagner la mise en œuvre d'une politique publique, on n'est qu'au début. Il y a donc beaucoup de marge de progrès, comme on dit, quand on est anglo-saxon ou qu'on veut avoir un discours bienveillant et positif. Et on reste quand même très marqué par des prises de parole qui, moi, m'arrachent à peu près à chaque fois quelques cheveux à chaque fois quand on dit, un politique va toujours dire notre politique marche très bien, d'ailleurs en moyenne, et il va donner un chiffre, et ce chiffre ne veut absolument rien dire, et notamment parce qu'il est national. Et c'est un des grands défis pour l'État jacobin que de dépasser cet État national. Alors je vais prendre juste un exemple pour vous montrer, pour illustrer ça. L'exemple, c'est le programme de couverture mobile. Donc en gros, l'enjeu, c'est donner du mobile à tout le monde, partout sur le territoire, supprimer les zones blanches. Et en général, le ministre en charge, quand il arrive, il est confronté à la problématique suivante. À chaque fois qu'il fait un déplacement, il a quelqu'un qui arrive devant lui, un élu ou un citoyen, n'importe qui a un téléphone à la main, qui lui balance sur la table et qui dit « T'as vu là ? Il n'y a qu'une barre. » Et ça, c'est à chaque déplacement. Donc le ministre, il revient, il vient voir ses troupes, il réunit ses équipes et il dit « Non mais là, demain, je veux annoncer qu'on aura couvert 100% du territoire. » Alors, évidemment, nous, pendant des années, la première réponse était de dire « Écoutez, on a déjà des objectifs, on va atteindre 99,8%, c'est bon, quoi. C'est déjà pas mal. En plus, sur fonds privés, en l'occurrence, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Le problème est-il réglé ? Évidemment non. Évidemment non. Et ce que montre très bien là, le site que je vous montre, qui est monréseaumobile.fr, qui est tenu par le régulateur des télécoms qui s'appelle l'ARCEP, c'est que vous avez les petites barres qui sont sur la gauche. Elles montrent que, bon, déjà, les obligations, elles sont en pourcentage de couverture de la population, pas du territoire. Or, pour du mobile, en général, on bouge. Donc ça pose des difficultés sur l'ensemble des zones de circulation où il n'y a pas forcément de population. Et en plus, et l'écart est important, parce que 99,8% de couverture de population, chez certains opérateurs, c'est 80-85% du territoire. Il y a 1 mètre carré sur 5 qui n'est pas couvert. Et ça a pris, je pense, 5 ou un peu plus de 5 ans de pouvoir assembler des données correctes pour pouvoir les montrer et donner de la transparence à tout le monde sur le niveau de couverture mobile. Est-ce que c'est une bonne qualité, une très bonne qualité sur tout le territoire. Mais, et ce n'est pas une surprise, je pense que pour vous, ce ne sera pas une surprise, ça n'a fait que soulever des débats nouveaux.
Le premier débat étant, attendez, c'est quoi la source de ces données? Est-ce qu'elles sont fiables? Comment ça, c'est juste des simulations fournies par les opérateurs pour 80% des données? C'est pas acceptable. Et puis beaucoup de gens se sont mis à vouloir contribuer à cet observatoire en crowdsourcing. Et là, ça a posé tout un tas de questions d'intégration qui ne sont pas encore complètement résolues, mais globalement qui illustrent bien plusieurs problématiques sur les données géographiques pour accompagner les politiques publiques, encore une fois. Il faut du factuel, du fiable, mais il faut prendre en compte les perceptions de qualité du service. Et ça, c'est extrêmement délicat, évidemment. Même dans le mobile, ça fluctue tout le temps. Enfin, il y a toujours des enjeux techniques. Donc, il faut pouvoir multiplier les mesures, ça coûte cher. Il faut pouvoir intégrer les retours utilisateurs, et notamment les mesures, y compris en mode distribué, ce qui n'est pas facile quand on a des politiques publiques qui sont pilotées par des établissements, en gros, au niveau national ou des opérateurs nationaux. Et donc tout ça est extrêmement complexe. L'autre exemple dans le domaine des télécoms que je mentionne ici, c'est un peu un appel de détresse, c'est sur la couverture par la fibre optique. Et on a des problématiques avec la base d'adresses nationale qui sont considérables. C'est une catastrophe. Je ne critique pas le projet ou ses porteurs, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, cette base d'adresses est dans le process industriel de déploiement de la fibre optique, qui va assez vite. On est sur 5 millions de nouvelles prises raccordables par an environ, même si on a ralenti avec le Covid. Et les retours sur les non-fiabilités des clients qui ne sont pas dans la base d'adresse ou dont les adresses sont fausses, les opérateurs qui ont optimisé leur process en faisant tous l'hypothèse que la base était parfaite, et sans beaucoup investir non plus dans la base, il faut le dire, ils ne savent pas les servir. Et c'est Kafka. C'est vraiment des expériences tout à fait kafkaïennes. Donc là-dessus, on a besoin de mobiliser des communautés, on a besoin d'une plus grande variété d'acteurs impliqués pour pouvoir rendre ces projets plus performants. Et aujourd'hui, ça manque. Ça manque souvent parce que c'est piloté au niveau national, d'ailleurs. Alors, deuxième élément sur les données, c'est tout ce qui est l'information, l'éclairage de l'action, la transparence. Et c'est un mot qui revient très fréquemment dans le numérique. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure, mais voilà. On a quand même fait des beaux progrès avec la crise en termes de transparence et de données géographiques. Là, je ne pouvais pas le mettre sur le transparent, mais on voit passer un certain nombre de tableaux de bord internes au pilotage de la crise de l'État. On est passé de choses assez frustres à des cartes quand même assez fines et à des éléments d'analyse qui ont été quand même grandement améliorés pendant le confinement et puis depuis la crise. Et globalement, on est dans une tendance où, même récemment, la semaine dernière, il y avait le Conseil d'État qui remettait son rapport annuel sur les politiques publiques. Clairement, l'open data, le partage des données est vraiment au centre et fait l'objet de plus en plus de recommandations. C'est un des sujets, il n'y en a pas tant que ça dans le numérique, où en France, on est plutôt en avance au niveau européen, et c'est une très bonne chose, mais je reviendrai sur certains de ces enjeux. Le deuxième élément sur les accompagnements de politiques publiques, et j'étais heureux de les voir dans les travées, c'est évidemment tout ce qui a trait aux données spatiales. Et là, j'ai pris l'exemple de l'Observatoire du spatial du climat, qui est une initiative du CNES. Et c'est un exemple d'investissement de la puissance publique qui est important, et qui est important pour générer de l'activité. Et ce qui est intéressant derrière ça, évidemment, c'est la fédération de données et autres, mais c'est aussi la dynamique qui consiste à dire on va donner cette transparence et on va créer de la valeur économique, mais sociale également, en pilotant cette politique publique de manière très ouverte. Et on avait tout à l'heure cette discussion, mais traditionnellement, le regard de l'État vis-à-vis du spatial, c'est quand le prochain lancement d'Ariane, quand est-ce qu'Ariane 6 va pouvoir décoller, c'est beaucoup les lanceurs. On a pas mal de choses, on a pas mal d'emplois dans les satellites aussi, que ce soit ces satellites d'observation de la Terre, satellites de télécom. Donc ça, c'est des enjeux bien industriels. Mais comme je le répète souvent,
Si les lanceurs, ça vaut 1, et c'est un enjeu stratégique de souveraineté, d'accès à l'espace, qui est absolument fondamental. D'ailleurs, on voit que les États-Unis ont quand même eu très très mal dans leur corps de devoir utiliser Soyouz pendant des années pour se rendre sur la Station spatiale internationale. Hein. Donc l'accès à l'espace, c'est vraiment une problématique partagée par toutes les grandes puissances. Mais si les lanceurs, ça vaut 1, en fait, la valeur, c'est 100 ou peut-être plus du côté de l'économie de la donnée du spatial. Et donc pour nous, c'est un élément extrêmement important, et à la fois pour accompagner les politiques publiques, et parce que cet accompagnement des politiques publiques, c'est pas juste de la consommation État, c'est aussi de la génération d'activités autour. Donc ça, c'était mon deuxième exemple. Je voudrais en prendre un maintenant qui a beaucoup de limites, qui montre un peu les limites. C'est que ça, c'est un extrait d'un système qui s'appelle Cartoradio, qui est tenu par l'Agence nationale des fréquences, qui vous dit, partout sur le territoire, où est-ce qu'il y a des stations de radio, des émissions radioélectriques, comment elles sont orientées, et quels sont les niveaux d'émission. Donc ça, c'est pour répondre aux préoccupations sur l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Sujet dont on a entendu parler sur Linky, je crois qu'on en entend parler un petit peu sur la 5G, je ne reviens pas sur ce point-là. Donc ça existe depuis 2005. Je trouve que c'est pas mal hein, pour un établissement public comme l'Agence des fréquences, en 2005, de mettre un truc de ce type-là en place. Bon, ça n'a pas énormément évolué depuis. Extrêmement utile, hein. Moi je l'ai utilisé dans un débat de parents d'élèves pour savoir est-ce que notre école était surexposée, est-ce qu'il y avait des risques particuliers pour nos enfants du fait qu'une antenne était présente à moins de 200 mètres, etc. Bon. Donc c'est très intéressant pour partager de l'information factuelle, mais honnêtement, on n'a vraiment pas réussi à baisser, à travers cette transparence, le niveau d'inquiétude sur l'exposition aux champs électromagnétiques. Hein. Je pense même qu'on n'a vraiment pas inversé la tendance et qu'on en est loin et que ça reste une préoccupation importante. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de dialogue. Il n'y a pas assez d'instances locales dans lesquelles on parle de ces éléments-là. Et donc, la donnée, évidemment, mais je pense que là, vous êtes tous convaincus, ça ne fait pas tout. Il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle inspire confiance et donc qu'il y ait un label de qualité, de reconnaissance, de contrôle qui soit suffisant. Mais derrière, il faut aussi les espaces de dialogue avec les populations, les élus, les acteurs privés également, et des experts qui espèrent ne pas être critiqués comme parti pris tout de suite. Et donc ça, c'est un élément qui reste très important dans le rôle des données sur l'accompagnement des politiques publiques, créer ces espaces de dialogue. Et ces espaces de dialogue, on a encore des faiblesses, encore une fois, notamment pour les politiques publiques que moi je vois au quotidien, qui sont en général pilotées au niveau national, même si on essaye de déconcentrer un maximum. Donc ça, ce sont, je dirais, les deux rôles majeurs des données. Alors maintenant, je vais essayer de provoquer un tout petit peu, parce que sinon on va vraiment s'endormir, en posant quelques questions un peu plus larges sur les données. Et j'aurais pu prendre plein de sujets, la souveraineté, l'impact de ce qu'on fait sur l'environnement, etc. Mais j'en ai choisi deux autres, parce que je présume qu'elles sont plutôt centrales pour votre communauté. Alors, la première, c'est l'ouverture. L'ouverture des données, parce que beaucoup d'entre vous ne vivraient pas s'il n'y avait pas cette politique d'ouverture large des données au niveau local, au niveau national. Néanmoins, il faut toujours se rappeler, moi j'ai travaillé, comme l'a dit Françoise, pendant 12 ans dans les noms de domaine, c'est vraiment géré comme un pool de ressources commun, mondial, par une communauté qui est vraiment hyper investie sur la notion de préserver les valeurs fondamentales de l'Internet, etc. Et néanmoins, c'est sujet à capture. C'est sujet à capture et c'est sujet à sous-investissement parce qu'il y a ce qui s'appelle la tragédie des communs, que j'ai rappelé ici, donc je le relis pas. Et donc ce risque constant d'être soit en sous-investissement, soit en capture, par telle ou telle partie prenante, une partie prenante privée,
Donc typiquement dans les noms de domaine, bon, les grands acteurs du numérique avaient un peu tendance à se considérer chez eux, et puis c'est une organisation américaine qui pilotait, il y avait le département du commerce américain qui avait une sorte de bouton rouge nucléaire qui pouvait interférer dans le système, donc ça crée des déséquilibres majeurs qu'on a en partie améliorés, mais c'est quelque chose qui peut aussi se retrouver nationalisé et instrumentalisé, et ce n'est pas plus positif pour le commun. Donc ça, ce sont des écueils classiques, des écueils qu'on connaît aussi dans le logiciel libre. Il y a des pans entiers du logiciel libre qui sont aujourd'hui totalement dominés par les grands acteurs économiques américains notamment. L'un des grands champions du logiciel libre aujourd'hui, et qui l'aurait cru quand j'étais étudiant à la fin des années 90, c'est Microsoft, qui utilise du libre dans tous les sens. IBM s'en est emparé très vite. Il y a des pans entiers technologiques qui sont vraiment contrôlés par les Red Hat, IBM, VMware. Et donc, on n'a pas réussi. Le logiciel libre n'est pas une garantie qu'on reste avec une gestion partagée de la ressource. De même, l'ouverture des données, ce n'est pas une garantie. C'est un élément utile et important, mais derrière, il faut penser à la gouvernance. C'est ce que disent ceux qui ont étudié la tragédie des communs. Ils disent il faut penser à la gouvernance dès le début. Qu'est-ce qui va mal se passer? Comment on va s'assurer qu'il y a un flux suffisant pour pouvoir investir et continuer d'entretenir cet espace commun? Évidemment, pour les données, on n'a pas la problématique qui existe pour la gestion de l'eau, des eaux du Nil qui sont disputées entre l'Éthiopie et l'Égypte, parce que c'est un bien non rival, pour prendre un terme technique, c'est-à-dire qu'on peut le répliquer comme on veut. Néanmoins, il faut investir. Il faut investir dans l'infrastructure, il faut investir dans le renouvellement de ces données, dans leur qualification. Et tant qu'on fait, et si on n'a pas créé un système stable de ce point de vue-là en termes de gouvernance, ce sera capturé ou ça va péricliter. Et ça, c'est vraiment un élément, je pense, très important. Il ne faut pas prendre pour acquis le fait que le commun sur lequel on s'appuie, le jeu de données sur lequel on s'appuie aujourd'hui, ou les jeux de données d'ailleurs, ils vont continuer à vivre éternellement, simplement. Non, il va falloir y mettre de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose à intégrer dès le départ dans ces projets. C'est un point que nous, on voit très fréquemment. Je l'évoquais tout à l'heure en faisant un peu le tour de certains stands. On a beaucoup de travaux, et ça fait partie de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, pour encourager les gens à mutualiser leurs données, à les mettre sur un même endroit, même s'ils sont concurrents, parce que on a la conviction que ça produira plus de valeur pour chacun que s'ils les gardent séparés. Donc l'un des exemples qui marche assez bien en ce moment, c'est dans le domaine agricole, avec une initiative qui s'appelle AgriHub, où en gros, ce qui a incité les différents producteurs à partager leurs données sur l'état de leur récolte, les maladies, etc., c'est essentiellement qu'ils préféraient que ce soit dans un endroit partagé sur lequel ils avaient leur mot à dire, plutôt que tout remonte uniquement à leur semencier. Donc en fait, c'est classique, hein, quand on a un ennemi commun, ça marche quand même vachement mieux. Mais, et ça, je pense que dans le domaine environnemental, on en parlait. Dans le domaine, évidemment, de tout ce qui est Smart City, il y a aussi des éléments à faire. Et il y a beaucoup d'endroits où on aura besoin de créer ce type d'environnement et où il faut travailler la gouvernance dès le départ. Deuxième élément de questionnement, évidemment, c'est un rappel, en fait. C'est pas la donnée qui est bonne ou mauvaise. C'est pas les outils qui sont porteurs des dérives, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Et la donnée n'échappe pas à ça. Quelle est la limite entre la ville intelligente ou le réseau intelligent et la surveillance? On a vu avec Linky pour les réseaux intelligents que cette limite, elle était très ténue et qu'elle tient à des éléments de confiance, là encore, dans les acteurs du projet qui sont très volatiles en ce moment. Mais c'est valable pour Linky, c'est facile de pointer sur Linky, mais voilà, vous avez le centre de surveillance de la ville de Dijon qui est assez en pointe depuis des années sur la ville intelligente.
Ils ont regroupé beaucoup de choses avec beaucoup de leurs concessions locales, mais évidemment aussi avec les réseaux de... Alors on ne dit plus vidéosurveillance, on dit vidéoprotection. Ça, c'est très important. Donc les réseaux de vidéoprotection, c'est quand même le premier usage. La sécurité et l'ordre public. Et donc, à partir de quand on verse dans le Big Brother, ça a été aussi l'enjeu Stop Covid, ça c'est un enjeu que chaque acteur, qu'il soit collectivité publique, acteur privé, doit avoir en tête pour savoir quel projet, comment je mène le projet, comment je construis son environnement, si on veut éviter la dérive et puis surtout la perte de confiance, le rejet, qui peut toucher mais absolument tous les projets numériques et tous les projets de données en particulier. Un exemple, un jour, des gens vont commencer à se poser des questions sur l'observation spatiale. On voit quand même des choses depuis l'espace là. En ce moment, je voyais un article sur l'utilisation de données spatiales sur la température des sols pour connaître des éléments économiques sur l'activité d'une région. Porté à l'échelle d'une maison ou autre, on peut faire de la télésurveillance très facilement. Et donc, il faut qu'on construise à chaque fois dans nos projets ces garde-fous, ces cordes de rappel, pour que leur usage reste un usage conforme à nos valeurs, conforme aux valeurs républicaines en France, en tout cas. Et ça reste quelque chose dont on perd trace assez fréquemment, il faut le reconnaître. Et je pense que c'est des sujets qu'il faut travailler en tant que communauté. Quand vous regroupez comme celui-là, je ne suis pas en train d'essayer d'influer sur le thème de l'année prochaine, hein, mais je pense que... Enfin, François, je sais que tu y es très sensible, donc ça fait partie des sujets importants. Voilà. Je vais m'en tenir là pour le propos magistral, si j'ose dire. Pour revenir juste en conclusion rapidement, non, il n'y a pas vraiment de monde d'après, mais bon, je pense que ce n'est pas une surprise c'est une surprise pour personne. On a un potentiel d'amélioration issu de ce qu'on fait dans le numérique, de ce qu'on fait avec les données, et notamment les données géographiques, qui est absolument considérable, mais qui ne va pas de soi. Et il ne va pas de soi parce qu'il y a notamment 3 menaces. La menace de la concentration. Et moi, je suis très heureux de voir beaucoup de petites, moyennes entreprises, des ETI, dans les stands que j'ai visités, parce que je sais que ça, c'est un gage de vie et de renouvellement constant. Le deuxième danger, c'est toute l'homogénéisation des modèles économiques. Dans le numérique, disons, la place qu'a prise la publicité en ligne est vraiment le cœur de beaucoup des problèmes qu'on rencontre au niveau sociétal, la haine en ligne, les fausses informations, tout ça, c'est parce que ça repose exclusivement sur la publicité numérique. Et puis, évidemment, tout ce qui remonte des murs, tout ce qui crée des fragmentations, que ce soit les problèmes commerciaux entre les États-Unis et la Chine, ou même tout ce qui antagonise les débats qui sont devenus totalement hystériques que j'évoquais, qui sont autant de dangers, parce que quand on rentre dans des invectives comme ça, forcément derrière, on ne voit plus concrètement les bénéfices de ce qui est fait, et ça devient des positions idéologiques trop tranchées. Et ça, il faut vraiment s'en garder. Et en tant que communauté de praticiens, on a vraiment une responsabilité partagée d'aller fournir des éléments factuels, sans survendre ce qu'on sait faire, mais aussi de rappeler quels sont les dangers de ce qu'on est en train de faire. Voilà pour ce que je pouvais dire pour essayer de lancer. J'espère qu'on aura des questions maintenant et puis plus tard. Et en tout cas, merci à Françoise, et merci à tous pour votre accueil ici, pour les visites que j'ai faites. C'est extrêmement enrichissant pour moi, parce que je ne connais pas bien, et en plus toujours très instructif de pouvoir voir toute la richesse d'un environnement foisonnant, avec beaucoup de présence sur les territoires, ce qui me change de Paris, et
Ça, je le redis à nouveau, je suis toujours content de sortir de Paris. Merci à tous. Merci. Je te propose de revenir là. On va prendre des questions. Alors, je tiens à te rassurer, c'est non seulement le programme de l'an prochain, mais c'est le programme de demain. Donc, demain, notre grand débat portera sur l'éthique de nos données, justement, et on va essayer de s'interroger à plusieurs sur ces questions-là, notamment avec Bertrand Montubert, président d'Occitanie Data, qui fait partie des initiatives aussi qui ont été créées à ce sujet. On prend des questions dans la salle. Alors le principe, il faut que vous veniez au micro, ou alors vous hurlez depuis votre place. Ça y est, ils sont cuits. Et non plus, ils sont abasourdis. Non, personne? Bon. Oui, Jean-Yves Garinet, normalement c'est lui qui pose la première question. Il est pas... Alors Jean-Yves? Ah bah, c'est pas prévenu, je compte sur toi. Ça s'improvise. Ça s'improvise. Non, il n'y a pas de commentaire, ça doit... Alors, ce qui est clair, c'est que je pense que s'il y a assez peu de réactions, c'est ce que tu dis. Je pense qu'on est tous d'accord sur les lièvres que tu soulèves, les inquiétudes qu'on peut avoir, que ce soit sur les problématiques de smart surveillance, par exemple, sur ces problématiques de confiance, sur les données. Après, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on peut progresser? Comment est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'on fait? Quelles sont les questions qu'on ne se pose pas assez, en fait? Ça fait partie, c'est ça aussi qui m'inquiète. Je pense que dans la catégorie des questions qu'on ne se pose pas, il y en a peut-être de plusieurs ordres. Il y a des questions sur qui pourra utiliser, qui pourra utiliser et comment. Donc typiquement, évidemment, si je prends un exemple, je pense pas que Mark Zuckerberg avec Facebook, il avait anticipé au départ qu'il allait avoir des fausses informations ou que Facebook allait être utilisé pour promouvoir du racisme, etc. Parce que initialement, on est dans un certain état d'esprit et on se dit les gens vont en profiter pour communiquer. Donc la première chose, évidemment, c'est de se créer des garde-fous sur l'usage. Et ça, c'est valable aussi en termes d'ouverture des données, où on a quand même beaucoup de gens qui pratiquent l'aspiration. Et donc tout ça est assez classique. Ensuite, un deuxième élément, c'est et dans 10 ans, est-ce que ceux qui seront aux commandes de savoir comment on va faire évoluer ce collectif, ce patrimoine de données, cet outil, quelles seront leurs intentions? On a assez fréquemment quand même des réflexions, typiquement dans le cas de Stop Covid, il y a eu pas mal de réflexions sur est-ce que ce système ne pourrait pas être utilisé à d'autres fins. Une fois qu'on a construit les briques logicielles, est-ce que ça peut être réutilisé par ailleurs? Et d'ailleurs, ça a été un argument fort pour certains qui n'étaient pas sur l'usage dans la crise, mais qui étaient sur des questions de principe. Mais ensuite, c'est, à mon sens, vraiment la question de la gouvernance qui est centrale. C'est peut-être parce que j'en ai fait trop dans ma vie, mais c'est-à-dire comment on fait pour être en permanence à s'assurer que toutes les parties prenantes, on peut continuer à discuter de l'évolution de ce projet et que personne ne s'en empare et le fait vivre de son côté. Je pense que cette notion de capture est importante. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec la notion de réutilisation? C'est-à-dire qu'avec l'ouverture, et on le voit bien dans ce qui fait même l'ADN de l'open data, c'est je ne préjuge pas
de ce qui va pouvoir être fait avec les données que j'ouvre. C'est-à-dire je sors des données brutes, j'essaye de ne pas orienter, bon, même si toute donnée reste quand même une réduction du réel, mais n'est pas le réel, et donc il y a forcément des intentions derrière. Mais donc, on comprend bien ça, mais en même temps, on dit il faut que n'importe qui puisse prendre les choses en main, que n'importe qui puisse réutiliser. Et donc, est-ce qu'on n'est pas quelque part sur une contradiction qu'on ne saura pas résoudre? Alors en fait, on a de toute façon effectivement des choses sur lesquelles il faut accepter de lâcher prise, puisqu'il n'est pas question de rentrer dans un dispositif d'autorisation préalable, etc., alors qu'on est en train de parler d'ouverture. Mais ce dont qu'il faut continuer à maîtriser, c'est la façon dont évolue le jeu de données ou l'ensemble de services logiciels, par exemple. Parce que ça, il y a un coût à le répliquer quand même. Et évidemment, dans du logiciel, par exemple, on a vu des tas d'exemples de logiciels libres, puis d'un seul coup, il y a une entreprise privée qui fait un fork, donc qui l'emmène par ailleurs. Et là, ça c'est très difficile de prévenir ça. Mais quand on a une base d'utilisateurs, quand on a maintenu un nombre de développeurs suffisant pour garder une certaine dynamique, on peut un peu lutter, on ne peut pas forcément tout faire, mais on peut un peu lutter, et c'est cet ensemble-là qu'il faut contrôler. Donc pas l'usage, mais la façon dont on va faire évoluer. Je sais pas, on peut s'apercevoir que dans un jeu de données, c'est en train de devenir très dangereux de représenter telle ou telle chose ou de donner tel niveau de granularité géographique. Parce qu'il y a un usage nouveau qui se développe. Donc il faut être capable de réagir. Il faut être capable de réagir à ça, d'avoir une mécanique de choix qui sont toujours douloureux, parce que, évidemment, s'il y a plein d'usages autour, qu'on retire quelque chose ou qu'on change un peu le standard, ça a beaucoup de coûts pour s'adapter autour. Hein. Mais c'est ça, je pense, la question centrale, c'est comment est-ce qu'on va faire évoluer si jamais ça part un peu dans tous les sens. Alors, est-ce qu'il y a... Je ne suis pas toute seule à poser des questions. Hein, Bertrand? Alors, le micro est juste derrière toi. On va voir est-ce qu'il marche? Oui, il a l'air de marcher. D'abord, merci pour cette intervention. Moi, je voulais vous poser une question par rapport au plan de relance. Finalement, vous avez fait un panorama des questions qui se posent, y compris en marquant au niveau géopolitique la manière dont on se retrouve dans une situation souvent de domination. L'Europe a décidé d'un plan de relance, la France a décidé d'un plan de relance, le numérique est au cœur de ce plan de relance. Est-ce que cette fois-ci, on va y arriver? Vous avez 2 minutes. Oui, exactement. Bon, on a l'avantage d'avoir échoué dans pas mal d'endroits avant, et donc on a appris. Cette fois-ci, il va y arriver, il faut aussi le mettre en relation avec on va arriver à quoi. Et donc, dans les différents objectifs que j'ai cités, il y a des objectifs de cohésion interne, de connectivité, de lutter contre les fractures que j'ai évoquées, dont on sait que sur la partie connectivité, on va y arriver. Ça, il n'y a pas de problème, déployer, voilà, ça prendra 1 an de plus ou 1 an de moins, mais on le fera. La problématique de l'électronisme, donc de la compétence au numérique, objectivement, on ne la résoudra pas complètement, parce qu'en plus, ça bouge, hein, c'est dynamique. Et donc, il faut qu'on réinvente aussi notre façon de construire des services publics, par exemple, mais c'est pareil pour les entreprises, avec le numérique, parce que il faut savoir que ça restera un enjeu, et donc il faut arrêter de déployer des trucs en disant bon maintenant j'arrête tout le physique, ça bascule sur le numérique, ça n'est pas possible. Cette conférence en est la preuve. Et voilà, par exemple. Mais là, bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'électronisme dans la salle là, mais bon. Donc ça c'est la partie cohésion où il faut qu'on resserre, et on sait qu'il n'y a pas que dans le numérique qu'on a une problématique sociétale considérable. Ensuite, sur la partie compétitivité, transformer les entreprises, acquérir des positions de leader dans, je sais pas, l'intelligence artificielle, le cloud et autres.
Là, comme toujours, on dit toujours, non mais là maintenant on a une approche différente, on a vraiment des approches stratégiques très fines, on a fait des stratégies super au point sur l'intelligence artificielle, on était bien avant beaucoup d'autres pays européens. Est-ce qu'on va investir plus, est-ce qu'on va investir moins? Dans le fond, ce qu'il faut, c'est bouger des curseurs, et surtout que l'ensemble de l'économie adopte le numérique. Donc je pense qu'on a fait des progrès énormes grâce à la réalisation dans le confinement. Mais est-ce qu'on va réussir à créer vraiment des champions, par exemple, des acteurs de la trempe des géants du numérique? On ne répliquera pas les modèles Google, Apple, Facebook et autres. Mais on doit pouvoir, en Europe, trouver des places qui sont suffisamment importantes dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de l'intelligence artificielle par exemple, mais aussi dans l'électronique, dans plein d'endroits, pour créer des dépendances mutuelles. Donc on ne sera pas autonome, on ne sera jamais complètement autonome, c'est bon, on peut se passer de Google, on peut se passer d'Apple, etc. Mais on peut sans doute être plus présent dans ces chaînes-là. D'ailleurs, ils viennent nous voir, ils investissent beaucoup en Europe pour ces raisons-là. Et donc exister sur la scène. Mais c'est quand même c'est loin d'être gagné parce que c'est une compétition assez rude et on n'est pas toujours unis en Europe, hein, même si ça va quand même dans le bon sens. Mais c'est de la stratégie industrielle et donc la survie est toujours difficile. Mais on a un marché en Europe qui est incomparable et qui est très important pour ces géants du numérique. Hein. Ils sont prêts à faire des compromis et des concessions pour pouvoir accéder à ce marché. Alors, une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était extrêmement intéressant et j'avoue que je suis assez fan de tout ce que vous dites. J'avais une question dans le prolongement de ce qu'on vient de dire là. On voit que la stratégie en France en ce moment paye. On voit des startups se développer et devenir quelque part des champions ou des champions en devenir. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand ils commencent à grossir de plus en plus, finalement, on n'a plus la capacité de les retenir. Je vais prendre un exemple comme DataIQ, qui est parti du côté de chez Google. Et une des questions, enfin, on travaille beaucoup avec un autre acteur comme Keros, et on se pose des questions de si on investit chez eux, qu'on met quelque part tous nos assets dans des sociétés de ce type-là, comment on peut préserver le fait qu'ils puissent se faire absorber par des grandes compagnies américaines, enfin ou autres. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment le cœur des problématiques de politique d'innovation de la Startup Nation, qui était réunie hier à l'Elysée, tout ça. Le président a fait apparemment un très très beau discours. En fait, je pense qu'il faut là aussi avoir une vision qui ne soit pas blanc ou noir. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que Google, côté américain, ou Tencent, côté chinois, investit dans une entreprise française qu'elle est perdue. En fait, le scénario noir pour nous, dans ces cas-là, c'est quand le centre de décision de l'entreprise bascule aux États-Unis. Et c'est pas tant parce qu'à ce moment-là, il y a eu un investisseur américain qui l'a exigé, que parce que souvent, pour se développer, ces entreprises, elles font le marché français, puis ensuite, quand leur produit est à peu près prêt, elles se disent « Comment je peux faire de la croissance le plus vite possible ? Je vais aux États-Unis. » Et là, s'ils basculent avec le fondateur, l'équipe aux États-Unis, là, c'est perdu, ils ne reviennent jamais. Et donc, tous les instruments de soutien public à l'innovation, BPI, les mécanismes plus défensifs comme le mécanisme de protection, enfin de surveillance des investissements étrangers en France. Donc ça, c'est les vétos qu'on peut mettre sur l'acquisition d'une société française dans certains secteurs, en général pour des enjeux de souveraineté, mais enfin on a mis l'intelligence artificielle dedans, le spatial est dedans. Et donc on peut dire, non mais là, ça c'est une entreprise vraiment sensible, importante, etc. On met un veto. Mais ça, c'est quand même à double tranchant parce que ces entreprises ont besoin de grandir. Et on n'a pas toujours le marché financier pour les soutenir. Donc ça fait référence à d'autres actions qui sont menées. Vous avez entendu, ces dernières années, il y a des milliards à foison qui tombent sur les startups. Là. À chaque fois, il y a des annonces à plusieurs milliards, 5 milliards sur un fonds ici, etc. Bon, d'abord, ce n'est pas les mêmes milliards que ceux qui sont utilisés pour l'éducation. Hein.
parce qu'on parle de fonds propres, donc c'est même pas des prêts, et c'est encore moins de la subvention ou du paiement d'argent sonnant et trébuchant pour du personnel. C'est vraiment de placement financier, donc c'est pas en compétition de la même manière. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup de travaux pour forcer les assureurs français, les banquiers, les grandes entreprises à constituer des fonds importants pour pouvoir faire des levées de fonds plus grandes, de l'ordre de 100, 150, 200 millions sur ces entreprises. Et donc, en fait, on a construit tout un ensemble d'outils pour essayer de faire que, là aussi, ce ne soit pas entreprise par entreprise un 100%, mais que progressivement, il y ait un plus grand nombre d'entreprises qui restent vraiment basées en France et qui soient performantes et qui grandissent. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, enfin Data IQ, ils ne vont pas déménager. Ça reste une boîte intéressante et à suivre chez nous, parce que pour des Google et autres, on est un endroit attractif pour faire ça, parce qu'on a des très bonnes compétences notamment. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? Oui, alors je te demande de te lever, le micro est juste à côté de toi. Là. Ah oui. Bon, on va être en retard. Bon, moi, c'est très rapide. Je voulais revenir sur quelque chose. J'ai entendu, va-t-on y arriver? Je trouve la question excellente. Et j'ai entendu aussi dans vos propos qu'on parlait de l'adresse et des problématiques liées à l'adresse. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on essaye de régler cette problématique de l'adresse. C'est un enjeu économique extraordinaire. C'est un objet aussi de gâchis extraordinaire. Donc je pense que s'il y a vraiment quelque chose aussi à faire rapidement, c'est définitivement de régler ce problème de l'adresse. Et en plus, tous les moyens de levier sont là pour régler ce problème de l'adresse. On sait que ça relève des communes. On sait que ça relève donc du ministère de l'Intérieur. Et on sait qu'on a fait des études sur l'adressage métrique qui serait intégré dans l'information géographique, quelque chose d'extrêmement puissant. Alors pourquoi, depuis 20 ans, donc va-t-on y arriver aussi là? Donc ça, si tu as la réponse, on est pour moi, c'est un mystère. Comment est-ce qu'on a fait pour ne pas encore y arriver? Je présume que c'est le truc français habituel où ça s'est tiré la couverture en disant c'est mon projet qui doit l'emporter. Et entre probablement peut-être un opérateur postal qui n'a pas mis la bonne volonté. Assez fort, mais même dans les sphères État, moi je vois exactement la même chose se passer entre différentes administrations qui disent mais moi j'ai mon approche, c'est mon approche qu'il faut faire. Et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Parce que, vous l'avez dit, c'est les communes. Et donc il faut réussir à mettre un peu 36 000 communes quand même, dans une approche un peu standardisée. Et pour l'instant, ça n'a jamais marché. Il y a un ministère de l'Intérieur qui est la tutelle des communes, qui peut donner des... le ministère de l'Intérieur n'est pas la tutelle des communes. Bon. Il y a des préfets qui supervisent un certain nombre de choses, mais il y a une liberté d'administration des collectivités territoriales qui est très importante. Bruno, tu as une dernière question, et puis après, il faudra qu'on s'arrête. Donc, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi, je voulais savoir si vous intégriez dans votre approche sur la promotion de plus de numérique, plus d'intelligence artificielle, la dimension de frugalité, de sobriété numérique. L'Internet aujourd'hui, c'est 5% des émissions de CO2, autant que l'aviation civile. Le rapport Villani disait que l'intelligence artificielle, si on suivait la consommation énergétique liée à ça, en 2040, elle consommerait la totalité de l'électricité produite sur Terre. Alors merci, parce que ça c'est un des sujets que je n'avais pas traité, parce que j'avais été pris par le temps, mais c'est un des sujets que j'aime beaucoup. Alors ça c'est l'an prochain. Donc ça, si tu veux, c'est l'an prochain. Mais c'est un sujet sur lequel on peut lire tout et n'importe quoi, donc attention. Parce qu'il y a vraiment deux approches très, très fortes qui sont développées pour prévoir. Il y a des approches qui prennent le coût moyen en termes énergétiques et qui disent aujourd'hui un data center, un réseau, ça consomme tant pour tant de données. Donc comme il va y avoir plus 50% de données dans 2 ans, la consommation va être linéaire par rapport à ça. Or, c'est pas ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, la consommation des data centers ou même des réseaux de télécom, si on regarde historiquement, les consommations des opérateurs eux-mêmes, c'est stable. Et pourtant, les données, ça explose. Mais c'est pas vrai non plus, comme le disent d'autres, que en fait, c'est que du coût fixe
Et donc, on peut laisser dériver le truc, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas vrai non plus, parce que certes, c'est du coût marginal, donc au début, ça ne coûte pas grand-chose, mais ensuite, ils font ce qui s'appelle de la planification de capacité, et donc ils vont reconstruire des nouveaux data centers, et ça, c'est pas neutre. Donc, on a un énorme sujet là-dedans. Il y a une feuille de route qu'on est en train de construire, d'ailleurs, avec les collègues du ministère de l'Environnement. J'espère qu'elle va être rapidement publiée. Il y a beaucoup de choses à faire pour collecter des vraies données là-dessus. Et j'espère qu'elles auront une dimension géographique et pas juste des bonnes moyennes qui font rien du tout, pour créer des vrais modèles d'évolution du dispositif. Et puis derrière, évidemment, pour mettre en place des choses qui sont des choses de bon sens sur l'éco-conception, les vrais problèmes, les plus gros problèmes, si on analyse les consommateurs d'énergie dans le monde du numérique, c'est quand même nos terminaux. C'est quand même parce qu'on les change souvent, tous les 2 ans. Donc tout ce qui est reconditionnement est à encourager. En plus, nous en France, on dit ça, franchement, on n'a aucun emploi dans la fabrication de terminaux numériques. Donc autant pas racheter le dernier Apple, franchement. Reconditionnons et reprenons les autres, ce sera toujours ça de prix. Et puis, continuons à mettre la pression sur les opérateurs d'infrastructure pour qu'ils rendent leurs éléments beaucoup plus frugaux. En ce moment, il y a une grosse campagne de Google, Microsoft, tous les grands acteurs du numérique font des grandes promesses de neutralité carbone 2030. On aura aussi besoin de regarder ce qu'ils font dans le détail pour voir ce qui est greenwashing et ce qui est sérieux et en tirer des bonnes pratiques. Parce qu'il y a certainement des choses très intelligentes, ils ont tellement de gens intelligents chez eux qu'il y a des choses vraiment très pointues, je pense, sur la gestion de l'énergie dans leur data center qui sont à suivre. Mais derrière, ils ont quand même beaucoup de juristes, donc ça doit mettre beaucoup de choses à regarder de très près, et avec notamment les petites écritures en bas. Et donc on a besoin aussi d'une société civile qui continue à nous challenger là-dessus, et c'est déjà le cas, parce qu'il y a beaucoup à faire. Et ensuite, est-ce que c'est moins que le transport aérien? Le problème, c'est que le numérique, il y en a beaucoup dans le transport aérien. Il y en a beaucoup dans un peu tous les secteurs. Et moi, je ne suis pas sûr que ces comparaisons elles soient totalement fiables au sens... elles ont bien fait la part des choses, du numérique de l'un, du numérique de l'autre. C'est un des sujets majeurs pour l'acceptabilité et puis de la soutenabilité de nos sociétés aujourd'hui, c'est sûr. Je vous rejoins complètement sur la difficulté de quantifier. C'est vraiment là le cœur du problème. Et il y a un autre point aussi, vous parlez de terminaux, mais c'est la question de l'accès aux terres rares, la construction de ces terminaux qui permettent à nous d'avoir cette vie numérique-là. Et là, il va y avoir un problème majeur dans les prochaines années, quoi. Tout à fait. Ouais. Tu as tout à fait raison. Donc, sujet pour l'an prochain, vous avez compris, vous n'y échapperez pas. Merci encore, Mathieu, et merci à vous. Merci à tous.